nord, la terre des ancêtres et des pharaons, est désormais contrôlée par les Hyksos. Des rois étrangers règnent désormais sur le delta du Nil. Au sud de l'Égypte, les Égyptiens contrôlent de ce qu'on désormais unité s'impose. Ça ne doit plus jamais arriver, car d'une blessure profonde, les pharaons du Nouvel Empire ont transformé l'Égypte. L'armée devient plus puissante et plus organisée. Depuis Thèbes, au sud de l'Égypte, les souverains égyptiens continuent pourtant de se considérer comme les véritables héritiers des pharaons. Pour eux, l'Égypte ne peut pas rester divisée éternellement. Progressivement, les tensions entre les rois thébains et les Hyksos finissent par se transformer en guerre. Vers 1550 avant notre ère, après des années de guerre, le pharaon Ahmose Ier reprend finalement la ville d'Avaris et chasse les Hyksos hors d'Égypte. L'Égypte est enfin réunifiée sous l'autorité des pharaons de Thèbes. Pour la première fois depuis des décennies, le nord et le sud ne sont plus divisés entre plusieurs puissances rivales. Cette victoire marque le début d'une nouvelle période de l'histoire égyptienne, le Nouvel Empire. Mais pour les souverains égyptiens, cette guerre a laissé une blessure profonde. Pendant des années, des rois étrangers ont contrôlé une partie du pays, dominé le delta et menacé les terres des pharaons. Désormais, unité s'impose. Cela ne doit plus jamais arriver. Les pharaons du Nouvel Empire vont alors transformer l'Égypte. L'armée devient plus puissante, plus organisée et même plus moderne. Les chevaux et les chars de guerre, découverts pendant les conflits contre les Hyksos, sont désormais intégrés aux forces égyptiennes. Des forteresses sont construites aux frontières. L'Égypte s'engage alors dans une violence préventive pour éloigner les menaces avant qu'elles n'atteignent le Nil. Cette nouvelle stratégie transforme profondément le royaume. Au lieu d'attendre une invasion, les pharaons décident désormais de frapper les premiers. Les armées égyptiennes avancent vers le sud, en Nubie, mais aussi vers le Levant et les régions proches de la Méditerranée orientale. L'objectif n'est plus seulement de protéger l'Égypte, il s'agit de contrôler les routes commerciales, les villes stratégiques et les territoires capables de devenir une menace. Tous ces contrôles apportent d'immenses richesses. L'or de Nubie afflue vers les temples et les palais,
années après la réunification du royaume, le pharaon Ahmose Ier meurt après avoir posé les bases de cette nouvelle Égypte. Son règne marque la fin définitive de la domination Hyksos et le véritable commencement du nouvel empire. Mais l'expansion égyptienne ne fait que commencer. Le pouvoir passe à son fils Amenhotep Ier. Sous son règne, l'Égypte continue de se renforcer et l'administration du royaume devient plus stable et plus centralisée. Les richesses accumulées grâce aux conquêtes et au contrôle des routes commerciales commencent à transformer profondément le paysage du royaume. À Thèbes, les temples s'agrandissent. Le pharaon finance de nouveaux chantiers monumentaux dédiés au dieu Amon, notamment dans le vaste complexe du temple de Karnak. Colonnes, statues, chapelles et cours cérémoniels apparaissent progressivement le long du Nil. Une partie de ces constructions a aujourd'hui disparu, réutilisée plus tard comme matériau par d'autres souverains. Mais les archéologues ont trouvé plusieurs blocs portant le nom d'Amenhotep Ier intégrés dans des monuments plus récents. À cette époque, le culte d'Amon prend une importance immense. Avant le Nouvel Empire, ce dieu thébain restait relativement local. Mais après la victoire contre les Hyksos, les souverains du Sud affirment qu'Amon les a quittés dans leur reconquête de l'Égypte. Le dieu devient alors progressivement le protecteur officiel du royaume et l'une des divinités les plus puissantes du pays. Les pharaons ne gouvernent plus seulement au nom des anciens dieux d'Égypte. Ils présentent désormais leur victoire militaire comme la volonté directe d'Amon. Vers 1504, avant notre ère, le règne d'Amenhotep Ier s'achève à son tour. Le pouvoir passe alors à Thoutmôsis Ier, probablement un ancien chef militaire devenu pharaon entre 1504 et 1493 avant notre ère. Avec lui, l'expansion égyptienne accélère brutalement. Au sud, les armées de Thoutmôsis Ier avancent profondément en Nubie. Les Égyptiens cherchent à contrôler les mines d'or et les grandes routes commerciales africaines. Pour affirmer sa domination, le pharaon renforce plusieurs positions militaires dans la région, notamment autour de Tombos et de Saï, devenus des centres stratégiques du pouvoir égyptien au sud. Mais c'est surtout vers le nord que son règne marque un tournant historique. Pour la première fois, une armée égyptienne traverse durablement le Levant et atteint les rives de l'Euphrate, en territoire du royaume de Mitanni, une grande puissance de l'époque située en Mésopotamie. Pour les Égyptiens habitués au Nil, cette région paraît presque irréelle. Les textes racontent que les soldats sont surpris de voir un fleuve couler dans le sens opposé au Nil. Thoutmôsis Ier fait alors ériger une stèle près de l'Euphrate
déjà devenu une puissance militaire redoutée dans une grande partie du Proche-Orient. Mais les décennies qui suivent vont encore transformer le royaume. Après son court règne, le pouvoir passe progressivement entre les mains d'une figure qui deviendra l'un des souverains les plus célèbres de toute l'histoire égyptienne, Hatchepsout. Vers 1479 avant notre ère, Hatchepsout devient régente du jeune Thoutmôsis III, encore enfant. Mais quelques années plus tard, elle franchit une étape exceptionnelle. Elle se proclame elle-même pharaon. Dans une société dominée par les hommes, cette décision est sans précédent à une telle échelle. Pour renforcer son autorité, Hatchepsout adopte progressivement les codes traditionnels des souverains masculins. Sur certaines représentations officielles, elle apparaît même avec la barbe cérémonielle des pharaons. Contrairement aux grands conquérants qui l'ont précédé, son règne est surtout marqué par une période de stabilité, de prospérité et de grands projets architecturaux. Elle lance d'immenses chantiers à travers l'Égypte, notamment au temple de Karnak. Mais son projet le plus spectaculaire reste son immense temple funéraire de Der el-Bahari, construit sur la rive ouest de Thèbes, au pied des falaises désertiques. Encore aujourd'hui, ce monument est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de l'Égypte antique. Vers 1458 avant notre ère, après la mort d'Hatchepsout, Thoutmôsis III devient enfin l'unique maître de l'Égypte. Et très rapidement, son règne prend une tournure radicalement différente. Là où Hatchepsout avait privilégié le commerce et les grands projets monumentaux, Thoutmôsis III lance les campagnes militaires à une échelle encore jamais vue. Car au nord, plusieurs cités du Levant profitent du changement de pouvoir pour se révolter contre l'autorité égyptienne. Derrière cette coalition se trouve notamment le royaume de Mitanni, devenu le principal rival de l'Égypte au Proche-Orient. Vers 1457 avant notre ère, Thoutmôsis III lance alors l'une des campagnes militaires les plus célèbres de toute l'histoire égyptienne. La bataille de Megiddo dans l'actuel nord d'Israël. Les récits gravés plus tard sur les murs du temple de Karnak décrivent une scène devenue célèbre. Pour atteindre la ville, les généraux égyptiens proposent des routes larges et sûres. Mais Thoutmôsis III choisit au contraire un passage étroit et dangereux à travers les montagnes. Suffisamment étroit, selon certains textes, pour que les soldats avancent presque cheval derrière cheval. Le pari est risqué. Une embuscade pourrait détruire l'armée égyptienne. Mais la manœuvre fonctionne. Les forces égyptiennes surgissent par surprise devant Megiddo et remportent une victoire importante. Après un siège de plusieurs mois, la ville finit par tomber sous le contrôle de l'Égypte. Désormais, l'influence égyptienne s'étend solidement sur une grande partie du Levant. Les siècles passent, les pharaons continuent de régner sur l'Égypte et le royaume traverse encore des périodes de gloire
âgé d'une dizaine d'années. Derrière lui, l'Égypte sort d'une période extrêmement instable. Quelques années plus tôt, le pharaon Akhenaton avait profondément bouleversé le royaume en tentant d'imposer le culte d'Aton, le disque solaire, réduisant l'influence des anciens dieux comme Amon. Des temples avaient été fermés, des statues détruites et une nouvelle capitale, Amarna, avait été construite au milieu du désert. Mais après sa mort, les élites religieuses et politiques cherchent à restaurer l'ordre ancien. Le jeune roi devient alors le symbole de ce retour aux traditions. Son nom aurait même changé au cours de son règne. Né sous le nom de Toutankhaton, l'image vivante d'Aton, il serait devenu Toutankhamon, l'image d'Amon. Sous son règne, les anciens cultes sont progressivement rétablis. Les temples rouvrent et la cour abandonne peu à peu Amarna pour revenir vers les grands centres traditionnels du royaume. Son règne reste relativement court et mystérieux. Vers 1323 avant notre ère, il meurt, probablement vers l'âge de 18 ou 19 ans seulement. Mais ce qui rend Toutankhamon célèbre dans le monde entier ne se produit pas durant sa vie. Pendant plus de 3000 ans, sa tombe reste cachée sous les sables de la vallée des rois. Puis, en 1922, l'archéologue britannique Howard Carter met au jour un tombeau royal, presque intact. Un événement qui devient l'une des plus grandes fouilles archéologiques de toute l'histoire. Derrière les portes scellées apparaissent des milliers d'objets restés enfermés depuis l'Antiquité. Statues, chars, bijoux, armes, meubles, coffres et objets recouverts d'or. Au centre de la sépulture repose la momie du jeune pharaon, protégée à l'intérieur de plusieurs cercueils emboîtés, dont l'un est entièrement en or massif. Mais l'objet qui fascine le plus le monde entier est son célèbre masque funéraire en or, devenu aujourd'hui l'un des symboles les plus connus de l'Égypte antique. Pendant des décennies, l'Égypte continue d'éponger une grande partie du projet, mais petit à petit, son nom finit par écraser tous les autres. Vers 1200, il retient d'une grande puissance dans celle-là, et il apparaît de son nom les unit pas et se le replie dans le désert. Et pendant un moment, le pharaon semble même proche de la défaite. Les reliques dans le temple égyptien montrent presque sur le haut du duquel il commence des autonomes. Pendant les décennies qui suivent, l'Égypte continue de dominer une grande partie du Proche-Orient. Mais peu à peu, un nom finit par écraser tous les autres dans la mémoire de l'Égypte antique. Vers 1279 avant notre ère, un nouveau pharaon monte sur le trône, Ramsès II. Très tôt dans son règne, il doit déjà faire face à une nouvelle grande puissance du Proche-Orient, les Hittites. Depuis plusieurs décennies, les deux empires se disputent le contrôle des territoires syriens et des routes commerciales du Levant. La tension finit par conduire à l'un des affrontements les plus célèbres de toute l'Antiquité, la bataille de Kadesh. Vers 1274 avant notre ère, peu de temps avant
Ramsès II décide alors d'avancer rapidement vers Kadesh avec une partie de ses forces, persuadé que la ville est presque sans défense. Mais il s'agit en réalité d'un piège. L'armée hittite de Muwatalli II est cachée derrière la ville, prête à attaquer. Une grande partie des divisions égyptiennes est encore dispersée sur la route lorsque des centaines de chars hittites surgissent soudainement et frappent le camp de Ramsès II. Selon les récits égyptiens, plusieurs unités paniquent et se replient dans le désordre. Pendant un moment, le pharaon semble même proche de la défaite. Les reliefs gravés plus tard dans les temples égyptiens montrent Ramsès II presque seul au milieu du chaos, combattant des dizaines d'ennemis autour de son char. Des représentations qui servent aussi la propagande royale. Finalement, l'arrivée de renforts égyptiens empêche probablement une catastrophe totale. Malgré cela, Ramsès II transforme l'événement en immense victoire politique. À travers tout le royaume, il fait graver des récits de la bataille sur les murs des temples, notamment à Karnak, Luxor, Abydos et Abu Simbel. Les scènes montrent le pharaon écrasant seul les ennemis hittites sous les sabots de ses chevaux. Jamais auparavant, un souverain égyptien n'avait autant utilisé l'image et les monuments pour construire sa propre légende. Pendant plus de 60 ans, Ramsès II domine l'Égypte, comme peu de souverains avant lui. Des générations entières d'Égyptiens naissent, vivent et meurent sans avoir connu d'autres pharaons. Mais vers 1213 avant notre ère, Ramsès II meurt, probablement âgé de plus de 90 ans. Un âge exceptionnel pour l'époque. Sa momie est retrouvée des millénaires plus tard dans la cage royale de Der el-Bahari. Elle révèle un homme âgé, souffrant de graves problèmes dentaires et d'arthrite avancée. Avec sa disparition, une immense époque commence lentement à s'effacer, car les pharaons finiront eux aussi par disparaître. Au fil des siècles, l'Égypte s'affaiblit progressivement. De nouveaux royaumes prennent le contrôle du pays, jusqu'à l'arrivée d'une puissance venue de l'Ouest, Rome. Je t'invite maintenant à lancer cette prochaine playlist. Et d'ailleurs, c'est super important, clique sur la playlist plutôt que sur une vidéo tout seul, ça permet de laisser les épisodes s'enchaîner automatiquement et toute la nuit. Merci beaucoup pour le soutien et à tout de suite j'espère. Salut.